Le tout premier dossier de ce soir, l'invité déjà avec nous sur ce plateau comme annoncé, Karl Lukusa. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Fabien. Karl, la présidentielle américaine, la première leçon à tirer avant le sifflet final, le spectacle était digne de Hollywood. Curieusement, la plus grande démocratie, pendant que les dépouillements continuaient et que les résultats tombaient les uns après les autres selon les États, eh bien, chaque candidat, les deux principaux, on ne parle pas des inconnus là, chacun s'autoproclamait vainqueur. Quel spectacle! Oui, un spectacle pas du tout à suivre, un spectacle macabre, j'oserais dire, parce que aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus à travers le monde que la démocratie perd beaucoup de ses valeurs, ça il faudrait le dire, parce que même les États-Unis en tant que grande ancienne démocratie, aujourd'hui présentent certaines failles dans sa façon de faire les choses en termes électoraux. Mais nous estimons, nous espérons que d'ici la fin du scrutin, de ces scrutins, on aura peut-être à débaucher sur des fins beaucoup plus viables, moins conflictuelles. Voilà. Bon, mais ça plante quand même un décor lorsque nous autres, on suivait justement le déroulement de ces scrutins la nuit. On n'a pas fermé l'œil, mais curieusement, lorsque les résultats commencent à tomber, côté démocrate, côté républicain, ça s'est arrêté à un moment donné au niveau de 238 contre 200, donc pour le candidat démocrate, et 213 pour le candidat républicain, le président sortant, est candidat à sa propre succession. Et puis, depuis là, à moins que je me sois déconnecté avant d'autres résultats finaux, mais dites-moi concrètement, ce spectacle, on nous dit quand même que ce n'est pas la première fois, il y en a eu dans l'histoire. Est-ce que c'est un modèle des démocraties? Écoutez, monsieur Fabien, je n'aimerais pas ici faire des jugements dans le sens de modèle de démocratie ou pas. Parce mais c'est que une vieille démocratie. Oui, c'est une vieille, ça il faut le souligner, c'est une vieille démocratie. Mais les scrutins ou les élections sont une bataille. Donc chaque camp, chaque parti essaye de tirer la couverture de son côté. Mais ça, c'est quelle bataille quand même, pas une bataille noble. Hein. Et nous attendons, une bataille noble. Nous attendons les résultats du Michigan, par exemple, du Wisconsin, où les taux semblent s'être de plus en plus resserrés entre les deux candidats. C'est là que se jouent en fait toutes ces élections. Donc nous attendons d'ici le décomptage d'ici ce soir, et nous espérons qu'il en suivra des suites favorables pour l'un ou pour l'autre. Donc je ne veux pas ici étaler ma posture politique par rapport au choix que je porte personnellement à ces deux individus, à ces deux candidats, mais j'aimerais ici dire, en espérant bien sûr, que les États-Unis devront faire un effort pour démontrer à l'Afrique et au monde entier qu'il demeure et reste le modèle de démocratie, si pas la plus ancienne. Donc moi, je m'en tiens au fait que le décomptage est encore en cours et que les deux candidats devront s'en tenir justement au résultat final qui sera proclamé par la commission électorale. Donc ici, on sent déjà un Donald Trump qui préconise ou qui promet de saisir la Cour suprême. On se demande, la grande question c'est par rapport à quel élément saisirait-il cette Cour suprême américaine? Il parlait déjà des fraudes. Oui, donc en termes clairs, Donald Trump, bien orchestrées par, selon lui, les démocrates. Oui, ça c'est ce qu'il dit, c'est une déclaration qu'on ne devrait pas ici, entre guillemets, considérer, parce que ce sera à la Cour, justement, suprême, d'en déterminer les fondements réels. Voilà. Alors nous restons quand même au niveau des analyses objectives, lorsque les scrutins
s'est déroulé et qu'on est à l'étape du dépouillement, est-ce que les deux challengers, chacun doit se mettre dans un coin, comme par exemple Donald Trump à la Maison-Blanche. Depuis la Maison-Blanche, il s'autoproclame vainqueur et il appelle le vice-président. Oui, moi j'ai suivi personnellement son adresse en ligne la nuit, donc durant les petites heures matinales, et il appelle le vice-président à dire aussi un mot à cette élection. Nous l'avons déjà remportée, adressez-vous avec un mot aux Américains. Alors, Joe Biden dans son camp, la même chose. Et finalement, est-ce que au niveau du système américain, on sent qu'il y a l'absence d'un arbitre objectif qui puisse appeler les deux camps à la retenue en attendant justement le sifflet final du match? Et écoutez, Monsieur Fabien, j'aimerais ici dire que j'aimerais reprendre justement ce que je venais de dire tout à l'heure, avec un monsieur comme le président Trump, l'actuel président ou le président sortant, on devrait s'attendre à ce genre de bataille, parce que c'est quelqu'un qui, de par sa nature, a démontré à suffisance sa façon controversée de définir les choses en politique. Donc ici, il fait face à une personne beaucoup plus réservée que lui, et il met les bouchées doubles pour essayer de convaincre l'opinion américaine, parce que j'estime ici que même ces voix finales justement devraient aussi compter. Donc j'estime qu'en termes de communication, ce que le président Trump est en train de faire maintenant peut jouer aussi en sa faveur, parce que justement la communication qu'il est en train de transmettre à certains autres votants qui sont venus justement notamment par des voies de correspondance, peuvent aussi justement affecter ces scrutins. Donc moi je pense que c'est quelqu'un de stratégique et qui a prouvé par plusieurs manières. Donc c'est une approche communicationnelle. Oui, exactement, il faudrait voir ça. Arbitre tolère. Exactement, donc moi je crois que tous les coups sont permis à la McDonald's, j'aimerais dire en souriant. Donc moi je pense qu'ici Monsieur Trump est en train de faire de tout son mieux pour contenir et retenir ce pouvoir en sa faveur. Alors, il avait promis que s'il ne gagnait pas, selon les sondages manipulés, entre guillemets, d'après lui ou son camp, en faveur de Biden, il avait promis que la transition ne devait pas se faire de manière pacifique. Si il constate toutes ces fraudes, s'il ne gagne pas. Alors, et là, on devrait arrêter prochainement de donner des leçons aux autres nations pour dire, voilà, droit de l'homme, démocratie, respect de ceci, cela, règles démocratiques. Moi, j'estime... Est-ce que ça pourrait influer négativement sur les donneurs des leçons vis-à-vis d'autres nations? Absolument. La perspective aujourd'hui en termes de démocratie à travers le monde n'est plus restée la même. Il faudrait ici souligner par exemple ce modèle de démocratie que nous avons par exemple aujourd'hui en France, notamment avec ce que nous avons, l'Afrique a décrié pendant le mandat par exemple du président notamment du président, comment il s'appelait encore en France? Oui, en France, celui qui a... François Mitterrand? Non, après Mitterrand. C'est Chirac. Après Chirac, il y a eu... avec le problème de la Nagui Libye. Debosca, comment on l'appelle? Le problème de la Libye. Nicolas Sarkozy. Bon, de son vrai nom, Nagui Debosca, oui. Je ne vois pas pourquoi le nom m'échappe. Oui, ça arrive, oui. Nicolas Sarkozy, il y a eu plusieurs voix qui se sont levées contre justement sa façon de faire sa démocratie. Donc moi, je pense aujourd'hui que le vrai modèle de démocratie aujourd'hui devrait commencer à se chercher ailleurs, pas essentiellement ou nécessairement en Europe centrale ou aux États-Unis. Donc moi j'estime qu'il y a des pays de modèles de démocratie comme en Australie. Nous avons des pays qui démontrent à suffisance une démocratie qui
qui ne laisse rien à désirer. Donc moi, je pense aujourd'hui qu'il faudrait relocaliser ce modèle de démocratie à travers le monde, qui aujourd'hui, forcément, n'est pas en France ou aux N'est pas États-Unis. forcément européen ni Pas du américain. tout. Non. À l'époque de Nixon, si j'ai bonne mémoire, si j'ai bien lu ce matin, refouiner un peu ma paperasse, compulser ma paperasse, alors ça s'est produit au temps de Nixon également. L'autre cas que je maîtrise bien, c'est George Bush Jr. contre Al Gore, l'ancien vice-président des Clinton, également devenu candidat à la Maison-Blanche, donc dans la course à la Maison-Blanche. Et ils sont arrivés jusqu'à la Cour suprême, parce qu'on a récompté également les voix. Écoutez, Et la balance avait joué en faveur de George Bush Jr. Oui. Voilà. Et puis, voilà les deux cas que je maîtrise un peu. Mais pour l'instant, là, on est en panne des démocraties où c'est l'approche seulement Trump qui est en train d'étonner le monde. Monsieur Trump, de par sa nature, je venais de le dire, est une personne très très controversée qui, justement, dans sa manière de faire les choses, a apporté dans le système politique américain beaucoup je dirais, de réformes ou de changements en termes de conception de la politique américaine, en termes de réflexion même de cette politique à travers le Sénat notamment, d'où il est majoritaire, parce qu'il est républicain. Donc moi je pense aujourd'hui que s'il faudrait parler de démocratie à travers le monde, il faudrait revoir certaines choses ou alors contextualiser chaque démocratie par rapport aux réalités de chaque pays. Parce que moi je pense aujourd'hui, s'il faut parler par exemple de la Côte d'Ivoire, que lorsque le président Ouattara fait une déclaration en disant qu'il ne devrait pas laisser le pouvoir entre les mains de ceux qui ont pillé la Côte d'Ivoire, entre guillemets, on se demande qu'est-ce il entend par ceux qui auront comme s'il était le seul, exactement, le seul à garder ce pouvoir pendant 3 mandats. Ou comme s'il était le seul à pouvoir apporter l'espoir ou l'espérance que les Ivoiriens attendent d'un président. Parce qu'en son époque, on a vu beaucoup de contestations politiques avec une opposition farouche qui, justement, a boycotté les scrutins, exact. Mais avec des résultats formidables, 94, je crois 27%, si j'ai bonne mémoire, mais ça sort de l'ordinaire. On se demande, oui. L'Élysée, derrière tout ça, oui. Également ce qui se passe en Guinée-Conakry, l'Élysée toujours derrière. Au Gabon, l'Élysée, au Togo, à Lomé, c'est l'Élysée. L'Élysée en face de chez nous, l'Élysée. Alors, finalement, là, est-ce qu'il faut continuer à écouter les droits de l'hommiste et les professeurs de démocratie? Non, ces organisations de droits de l'homme, notamment professeurs de démocratie, notamment à travers ces occidentaux, à prouver au monde une certaine partialité dans sa façon de faire les choses à travers ce monde. Donc moi je ne dirais pas ici qu'il faudrait prendre ces pays ou ces nations aujourd'hui comme exemple en termes de démocratie. Moi je pense ici que chaque nation à travers le monde devrait s'assumer et se définir son propre modèle de démocratie qui, en fait, profite à leur population respective. Moi, je ne pense pas ici que ces nations peuvent aujourd'hui venir, en donneur de leçons, nous dire ce qu'il faudrait faire en termes de nos politiques internes. Alors, justement, en Afrique, on a tout suivi, on suit avec beaucoup d'attention ce qui se passe sur place au pays de l'oncle Sam. L'autre grande leçon, cette fois-ci, avec moins de secousses, vous allez tirer d'autres grandes leçons. En attendant, bien sûr, le coup des sifflets final, ils finiront par fumer le calumet de paix, parce que c'est l'intérêt américain qui compte d'abord, ou les intérêts américains. Mais est-ce que des choses pourront changer en Afrique? Oui, il faut être... Avec Biden, on sait que Trump, il est dans sa logique, mais est-ce qu'avec Biden, les choses pourront changer? Monsieur Fabien, j'aimerais ici plutôt rester
africaniste dans le vrai sens de son terme et dans le sens étymologique même de ce concept d'africanisme. J'aimerais pas ici faire un lien direct entre la politique ou la vie quotidienne africaine à ces grandes puissances occidentales. Je parle de la politique, je la vous ai politique compris. étrangère, américaine, Son influence. que ce soit Biden, que ce soit Trump. Absolument. Les Européens, ils attendent Biden. On sent le traitement des Absolument, infos. On absolument. sent qu'ils sont vraiment aux abois. Ils attendent Biden parce que Trump les a déçus. Mais est-ce que du côté de l'Afrique, on a intérêt à voir Trump continuer ou Biden revenir? Les résultats sont serrés. C'est justement là que je faisais mon approche en disant qu'aujourd'hui, les intérêts économiques définissent la politique de toutes les nations à travers justement ces Surtout les grandes puissances. Les grandes puissances, justement, parce qu'aujourd'hui, on devra considérer les faits qu'apporte justement à la politique occidentale et américaine de la Chine. Et il ne faudrait pas oublier, s'il faudrait mapper toutes ces nations, il faudrait aussi prendre en compte justement, je dirais, la politique que la Chine et la Russie apportent justement à ces changements, à ces grands changements de politiques africaines qui, dont on le savait, étaient influencées par notamment les États-Unis et l'Europe. Aujourd'hui, nous pouvons considérer la Chine et la Russie comme étant le troisième larron qui, justement, attend que les deux s'entrent dedans pour que, justement, eux viennent avec une certaine imposition économique qui, aujourd'hui, profite, on le dirait, aux pays africains. Donc, nous, aujourd'hui, on s'attend à ce que le meilleur, au franc, vienne nous apporter, justement, le développement dont on a besoin dans nos pays africains. On ne nous laisse pas le temps de choisir nos partenaires. Par moment, on nous les impose ou ils s'imposent. Je sais de quoi je parle. On a le régime qui a passé 18 ans avec à la tête Joseph Kabila a été très tourné vers l'Asie. Principalement la Chine et la Russie. La Russie, c'est sur le plan un petit peu militaire. La Russie a beaucoup de richesses aussi. Exactement. Mais avant la fin de ce régime... On a vu Cuba avec voilà. Kabila. Mais la Russie avait déjà commencé à revenir, à occuper l'Afrique. La Russie avait même misé sur le Congo parce qu'il y a les banques, il y a les mines, il y a les hydrocarbures. Ils étaient déjà ici avec Gazprom Bank. Et nous, on a été au Kremlin, on a senti que le pays occupe une place de choix. Même à Tokyo, les Japonais ont dit, vous avez trop donné aux Chinois. Les cobaltes, justement, mais maintenant c'est notre tour. Ils sont venus nous pouvons vous donner plus que ce que les Chinois vous proposent. Exactement. Et les Américains reviennent en ce qu'ils appellent partenariat stratégique. Une relation privilégiée avec le régime Tshisekedi. Et là, vous voyez, ils voient les minéraux pour barrer la route aux Chinois. Donc, nous devenons un champ de bataille. Oui, quelle est votre analyse? Le Congo a toujours été un champ de bataille. Non, mais les choses ont évolué. Présentement, nous devenons un champ de bataille? Oui, absolument, parce que le Congo, moi je pense qu'aujourd'hui, s'il faudrait définir le Congo comme étant un champ de bataille en 2020 ou 2021, c'est réfléchir en retard. Donc moi je pense que le Congo a toujours, depuis les années 60, été un champ de bataille, notamment avec la sécession katangaise qui a été impulsée par les Occidentaux pour des gains qui leur appartenaient. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que c'est une nouvelle guerre, mais je pense qu'il faudrait plutôt c'est une guerre repensée. Et l'élite, est-ce que l'élite a déjà compris? L'élite congolaise, je ne dirais pas une élite de jouissance. Est-ce que l'élite congolaise, elle est consciente de ces enjeux? Est-ce qu'elle se prépare à cette bataille dans pratiquement un mois, je dirais un mois, nous sommes à la présidence tournante de l'Union africaine, ça n'arrive pas tous les jours. Eh bien, est-ce qu'on est préparé à cette bataille
sur le plan de l'intelligence, sur d'autres plans. Oui, absolument. Le Congo regorge en son sein beaucoup de personnes qualifiées, intellectuelles et intelligentes. Et il faudrait ici seulement faire dissocier la politisation de l'action, je dirais, économico-financière de cette politique, justement. Donc il faudrait justement éviter ce mélange de ces deux tendances. Il faudrait laisser le pouvoir intellectuel à sa place, il faudrait laisser le pouvoir économique à sa place et le pouvoir politique à sa place. Vous nous amenez dans une philosophie là. Non. Je reviens à ce que Mobutu a été. Kasavubu n'a pas fait assez de temps. Mobutu arrive aux affaires. Il est soutenu par la CIA, c'est l'enfant chéri, c'est le roi de l'Afrique, l'enfant chéri de Washington, mais pour bloquer le passage au communisme, entre guillemets, c'est-à-dire donc à l'URSS. Mais Mobutu n'y va pas, mais Mobutu utilise, il sait mélanger, comment on dit, mais il sait ménager la chèvre et le chou. Occidentaux, avec belges, français, pour des intérêts particuliers, voilà, ouais. Et puis chinois, et puis il sait aussi le faire avec ses parrains américains. Joseph Kabila vient, il trace une ligne, il va vers l'Asie. Et c'est la Chine, et c'est la Russie. On sent qu'il est dans le bloc de non-aligné. Tshisekedi vient, c'est la globalisation. Là, c'est la globalisation. Ouais. Il ne dit non à personne. Exactement. Est-ce que c'est de cette manière qu'on doit marcher? Exactement. Nous sommes aujourd'hui, nous parlons en termes de globalisation parce que justement nous avons compris que les échanges interétatiques, les échanges économiques et financiers font aujourd'hui du monde ce que le monde devrait être demain. Nous pensons sincèrement que le président Tshisekedi, à travers sa politique d'inclusion et de globalisation, devrait aujourd'hui, parlons par exemple du système écologique vert à travers le monde, nous parlons par exemple du réchauffement climatique, je crois que c'est des sujets qui doivent faire réfléchir en termes de globalisation parce que nous ne pouvons pas attribuer le réchauffement climatique à l'Europe ou à l'Afrique ou à l'Amérique en des termes individuels ou individualistes. Nous pensons sincèrement qu'aujourd'hui, si le réchauffement climatique concernerait tout le monde et l'implication de tous, parce que justement l'Afrique, la France est concernée, les États-Unis sont concernés à travers justement les émissions de gaz à effet de serre, tout le monde est concerné. Nous parlons aujourd'hui de Congo comme étant le poumon justement de plusieurs nations aujourd'hui, avec nos forêts. Nous croyons sincèrement que puisque ces choses influencent notre politique, nous pensons sincèrement qu'il est grand temps de nous associer. Merci. Et de faire toutes les choses ensemble. Merci Karl Lukusa. Il ne suffit pas seulement de croire, il faut aussi agir. Exactement. Mais l'agir viendrait de ce qu'on aurait préparé par rapport à la vision. Nous reviendrons pour réfléchir. En attendant le coup de filet, final. Le coup des sifflets final. Le final whistle, comme ils appellent ça en anglais. On attend. Ce ne sont pas nos élections. Nous, on observe. Et on tire par moments des leçons. Merci, Karl. Merci, Fabien. Dans quelques instants, Barthélemy Luhuyonga, il veut inventer un impôt annuel spécial. Pourquoi faire? Qu'est-ce que cela signifie concrètement?